Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on va corriger un extrait d'épreuve Polytechnique ENS donné dans la filière PC en 2015. Donc c'est la partie 3 qui nous parle de l'écho lumineux d'un laser qui se réfléchit sur la Lune sur des miroirs posés par les différentes missions Apollo, donc par les astronautes américains. Et en mesurant le temps d'aller-retour de ce laser, on peut estimer avec une bonne précision la distance entre la Terre et la Lune. Et donc dans cette épreuve, on étudiait l'influence de différents paramètres sur la mesure fine de cette distance. Et dans la partie 3, on veut retrouver le fait qu'un photon sur 10 puissance 20 se réfléchit effectivement sur ces miroirs sur la Lune. Alors, est-ce qu'on va réussir à retrouver cette fraction-là? Eh bien, il va falloir calculer la fraction du nombre de photons qui vont déjà arriver sur les miroirs. Et une fois qu'ils seront arrivés sur les miroirs et qui se seront réfléchis, ceux qui seront recaptés après par retour sur la Terre. Et donc, c'est une question intéressante, basée sur une analyse documentaire qui nécessite très peu de connaissances. Par contre, les applications numériques sans calculatrice étaient un petit peu délicates. Alors on peut d'abord commencer par estimer la distance entre la Terre et la Lune, sachant que l'impulsion laser met 2,5 secondes à faire un aller-retour. Donc la distance est c sur 2 taux, puisque donc on fait 2d, 2 fois la distance d entre la Terre et la Lune pendant un temps taux. Et donc on va trouver 3,8 puissance 8 mètres, soit donc 380 000 kilomètres, la distance moyenne entre la Terre et la Lune. Donc le laser que l'on envoie, c'est un laser vert de longueur d'onde 0,53 micromètres. Chaque impulsion a une énergie, dit le texte, de 300 millijoules. Et donc on va répondre aux questions 8 à 17. Donc, commençons par calculer dans la question 8 le nombre de photons émis par chaque impulsion laser d'énergie 300 millijoules. Donc pour ça, il suffit de diviser l'énergie de chaque impulsion par l'énergie d'un photon. Donc l'énergie d'un photon, c'est h nu, nu la fréquence, associée à la longueur d'onde lambda. Donc nu, c'est c sur lambda. Et donc on trouve quelque chose de l'ordre de 10 puissance 18 photons par impulsion, ce qui correspond grosso modo à l'ordre de grandeur indiqué par le texte, donc à la ligne 52 comme demandé dans l'énoncé. Alors ensuite, on peut calculer la proportion de photons arrivant sur la Lune et se réfléchissant effectivement sur les miroirs. Alors pour ça, le texte nous dit qu'en fait, le laser, c'est un cône lumineux de diamètre angulaire 5 secondes d'arc. Donc les secondes d'arc, voilà, c'est une unité un peu bizarre, mais un peu par analogie avec le temps. Donc dans une minute d'arc, tu as 60 secondes d'arc. Dans 1 degré, tu as 60 minutes. Alors, pour bien faire, eh bien, il faudrait avoir la valeur de l'angle alpha en radians et faire donc plusieurs règles de 3 successives, convertir les secondes d'arc en minutes d'arc, les minutes d'arc en degrés et les degrés en radians. Un peu lourd, heureusement. Le texte, dans l'introduction, nous donnait une conversion simple de 1 seconde d'arc qui correspond à 4,8 10 puissance moins 6 radians, donc ce qui nous permet directement de passer des secondes d'arc au radian. Alors, donc, émis depuis la Terre d'un télescope de diamètre d de 1,5 m, donc négligeable ici, eh bien, on va obtenir une tache circulaire avec un certain diamètre sur la Lune, et donc, on va récupérer une fraction de ces photons qui vont arriver sur les miroirs, et c'est ce qu'il faut calculer. Alors, on nous demande d'abord, l'ouverture du faisceau à la sortie du télescope est-elle due à la seule diffraction? Donc pour répondre à cette question, eh bien, on va calculer le diamètre angulaire donc du laser dû à la diffraction. Alors pour ceux qui sont dans la filière PC, on étudie le faisceau laser en tant que faisceau gaussien. Et donc on démontre que la largeur angulaire dans le diamètre donc cylindre cône, donc là on est dans la partie cône, c'est lambda sur pi oméga 0. Oméga 0, c'est ce qu'on appelle le col du laser, c'est là où le rayon du laser est le plus petit, le waist,
en anglais du laser. Donc on voit que grosso modo, c'est lambda sur le diamètre, hein, oméga 0. Voilà, ça correspond à peu près donc au rayon du laser au niveau du col. Donc un ordre de grandeur de ce alpha dû à la diffraction, c'est lambda sur le diamètre du télescope. Donc là, c'est de la diffraction, on pourrait dire, par réflexion. Hein, le miroir du télescope donc, va réfléchir le faisceau laser. Et donc on obtient un angle en radian d'environ 3,10.7 radians, ce qui correspond à 0,1 seconde d'arc. Donc on est très loin des 5 secondes d'arc du texte. Donc on voit qu'en fait c'est plutôt l'agitation, la perturbation atmosphérique qui va élargir le faisceau laser plutôt que la diffraction proprement dite qui va être finalement masquée par cette divergence de l'atmosphère. Alors pour avoir maintenant à la question 10, donc en tenant compte de l'agitation thermique, donc en tenant compte de cette valeur alpha de 5 secondes d'arc, quelle est la fraction de l'énergie lumineuse reçue par le réflecteur lunaire à chaque impulsion? Donc on va faire le quotient en fait des surfaces. Donc la surface des miroirs, donc il y a 300 cataphotes de rayon de diamètre 3,8 cm. Donc là on va calculer la surface totale des miroirs et puis la surface du laser. Donc pi r carré, r donc le rayon de la tâche totale. Alors c'est pas une tâche de diffraction parce qu'on a vu que c'était pas vraiment la diffraction qui produisait cette tâche, mais le rayon de la tâche totale produite sur la Lune, donc par ce laser. Alors pour ça, il faudrait qu'on ait le diamètre, en fait, le diamètre de cette tâche. On va voir que c'est 9 km. Alors on va prendre cette valeur alpha, on va la multiplier par la distance Terre-Lune, et donc on aura ce diamètre qu'on va reporter ici, donc pi r carré, un diamètre divisé par 2. Et donc on a une fraction de 5×10-9 photons qui arrivent en fait sur les miroirs et qui sont réfléchis par ces miroirs, comme on va le voir tout de suite, et qui reviennent en sens contraire. Et seulement une fraction très faible d'entre eux vont être effectivement récupérés par le télescope, donc basé sur la Côte d'Azur, près de Nice. Alors à la question 11, on nous demandait d'expliquer pourquoi les cataphotes ont la propriété de renvoyer la lumière dans la direction d'où elle est arrivée. Donc un cataphote, c'est un coin de cube avec donc 3 miroirs réfléchissants qui forment un trièdre direct. On a ça parfois sur les réflecteurs des vélos hein, pour renvoyer la lumière des phares vers l'automobiliste. Donc l'idée c'est que on a un rayon incident qui arrive avec un vecteur unitaire U de coordonnées alpha, bêta, gamma sur les 3 axes X, Y et Z. Et la question c'est pourquoi est-ce qu'après 3 réflexions, donc une sur chaque face du cube, le rayon lumineux revient avec un vecteur unitaire U égale moins U' est égal à moins U. Alors pour ça, regardons ce qui se passe quand un rayon lumineux se réfléchit sur un miroir plan. Donc on se place dans le plan d'incidence, constitué du rayon incident et de la normale au miroir plan. Donc j'ai mis un système d'axes X et Y, et ce rayon incident forme avec la normale un angle d'incidence θ. Donc les lois de Descartes nous disent que le rayon réfléchi est dans le plan d'incidence et que l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence. Donc on peut créer les coordonnées du vecteur UI donc en 2 dimensions. Donc cosinus θ sur X et sinus θ sur Y avec le choix que j'ai fait du système d'axes. Et donc le rayon réfléchi, on va inverser la composante sur X et on va conserver la composante sur Y. Donc ça c'est intéressant, à chaque fois qu'un vecteur unitaire se réfléchit, un rayon se réfléchit sur un miroir plan, on conserve la composante tangentielle et on inverse la composante normale du vecteur unitaire, donc portant le rayon lumineux. Et ça donc on peut l'utiliser parce que donc imaginons, peu importe l'ordre des réflexions, mais après par exemple la première réflexion sur le plan XY, la normale c'est Z. Donc on va inverser la composante selon Z. Donc on va avoir un vecteur unitaire qui aura comme coordonnées alpha, bêta et moins gamma. Ensuite, par exemple, on peut se réfléchir sur la face YZ. Donc la normale, c'est X. Donc là, on va inverser la composante selon X. Et puis ensuite, donc dernière réflexion sur la face XZ. Donc la normale, c'est Y.
Et donc, on va inverser donc, la composante sur Y. Et donc, on voit qu'à la fin, après, au bout de 3 réflexions, donc il faut vraiment que le rayon lumineux subisse 3 réflexions sur chaque miroir, eh bien, toutes les composantes sont inversées. Et donc, on comprend bien pourquoi le faisceau lumineux revient en sens inverse rigoureusement. Alors, ça, c'était donc la question 11. Question 12, montrer que tous les rayons lumineux réfléchis sur un même cataphode parcourent exactement le même chemin optique entre émission et réception. Donc là, ça vient à démontrer ce qu'on appelle le stigmatisme. Hein, on connaît le lien entre stigmatisme et chemin optique. Dire que le miroir plan est un système stigmatique, c'est dire que tous les rayons partant d'un même objet, ici c'est à l'infini, donc jusqu'à leur image, ici elle est à l'infini, parcourent le même chemin optique. Donc même chemin optique pour tous les rayons provenant d'un même objet. Donc là, on a un objet à l'infini qui va donner une image à l'infini. Donc si c'est vrai pour un miroir plan, bien sûr ce sera vrai pour la succession des 3 miroirs plans. Alors effectivement, le miroir plan est un système stigmatique. On peut le voir avec le théorème de Malus et les surfaces d'onde. Hein, on sait que les surfaces d'onde sont perpendiculaires aux rayons lumineux. On peut aussi le voir en disant que lorsque 2 rayons donc, se réfléchissent ici sur le miroir, donc ce rayon-là parcourt cette distance supplémentaire ici, mais l'autre après donc, va parcourir cette distance supplémentaire ici, et comme l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence, ces chemins optiques, ces distances supplémentaires ici sont rigoureusement égales. Donc effectivement, le miroir plan est un système stigmatique, rigoureusement d'ailleurs, contrairement aux lentilles qui sont approximativement stigmatique dans l'approximation de Gauss. Alors, question 13. Estimer l'angle d'ouverture alpha' du rayon réfléchi par un cataphode dû à la diffraction. Donc là, c'est encore de la diffraction par réflexion. Alors ça, c'est souvent quelque chose qui paraît étrange à beaucoup de candidats. C'est-à-dire qu'on comprend tout à fait que quand un faisceau lumineux passe par un trou, une pupille diffractante d'une certaine taille, le rayon va s'écarter d'un angle θ égale grosso modo lambda sur le diamètre ou le rayon de ce trou, hein, de cette fente, ou voilà. Mais quand c'est par réflexion, ben on a exactement la même chose, mais au lieu qu'on tienne compte de la taille du trou, il faut tenir compte de la taille du miroir. Donc il faut avoir le réflexe. Hein, quand j'ai fait le cours sur les réseaux par réflexion, eh bien voilà, on a vu cette notion. Hein, quand on a démontré la formule fondamentale des réseaux par réflexion, eh bien on a vu cette notion de diffraction par réflexion. Alors, donc là, on est sur la Lune, sur un cataphode, et donc le faisceau lumineux va se diffracter à cause donc du fait que les miroirs ont une certaine taille, et cette taille, c'était donc un diamètre de 3,8 cm, donc c'est cette taille-là dont il faut tenir compte pour calculer cet angle alpha' de diffraction du faisceau retour. Donc lambda, grosso modo, sur le diamètre, donc 10-5 radians, environ 3 secondes d'arc, donc 3 secondes d'arc, auquel il faudra ajouter donc au retour évidemment les 5 secondes d'arc dues à la perturbation atmosphérique. Bon, ça on pourra voir plus tard, mais alors donc maintenant ce qu'il va falloir calculer, c'est la fraction des photons qui reviennent sur la Terre et qui sont captés à leur tour par le télescope. Donc c'est un peu le même principe que ce qu'on a fait pour l'émission, mais maintenant c'est le retour. Donc pour avoir cette fraction, estimer le rapport entre l'énergie reçue par le télescope et celle émise par les cataphotes. Donc on va calculer le quotient de la surface du télescope pi fois le rayon du télescope au carré, donc le rayon c'était 1,5 m, donc ça fait 1,8 m carré. La surface du faisceau, donc en rajoutant à cet angle-là l'angle dû à la perturbation atmosphérique, on trouve une section du faisceau retour de 2,1 10 puissance 7 mètres carrés. Et donc la fraction S télescope captée sur la surface totale des photons qui reviennent, c'est 8 10 puissance moins 8. Et donc dans la question 15, eh bien, on peut avoir une forme de rendement, c'est-à-dire quelle est la fraction totale des photons qui reviennent sur la Terre. Donc état égal, donc le nombre de photons reçus sur ceux qui sont émis, ben, on va multiplier les deux rendements, c'est-à-dire le quotient déjà de ceux qui sont
parvenus sur la Lune par rapport à ceux qui sont partis, et ensuite donc ceux qui sont parvenus sur la Lune, ils sont réfléchis, mais ils ne reviennent pas tous sur le télescope, et donc on multiplie ces deux fractions, et donc on trouve quelque chose de l'ordre de 4 10 puissance moins 16, ce qui visiblement est beaucoup plus, 10 000 fois plus pratiquement, que le quotient donné par le texte de 1 sur 10 puissance 20, photons qui reviennent, hein, on en a 4 sur 10 puissance 16, donc c'est beaucoup plus. Alors justement, dans la question 16, c'est ce qu'on nous demande, combien de photons récupère-t-on après chaque tir? Donc on a cette fraction, on va multiplier par 4 10 puissance 18, donc par 10 puissance 18, qui était le nombre de photons grosso modo par tir, donc ça fait environ 400 photons, allez, la centaine de photons par tir, or, on avait un photon tous les 100 tirs. Hein, donc évidemment, on voit que on obtient quelque chose de voilà, pratiquement 10 000 fois plus grand. Donc c'est beaucoup plus que ce qui est estimé. Alors comment justifier ça? Très certainement que l'atmosphère, dans le trajet retour, absorbe un très grand nombre de photons. Et dans le trajet aller également. Et donc voilà, on en récupère 1 sur 10 puissance 20, ce qui est vraiment très petit, mais ça suffit pour calculer la distance Terre-Lune avec une très bonne précision. Voilà, donc l'intérêt de cette étude, c'est principalement, ça tient dans la formule de la diffraction, θ égale lambda sur d, voilà une formule, je dirais, tirée du cours de terminale. Et après, ça n'est que des petites règles de 3. Je pense aussi que l'histoire du cataphote, là, c'est quand même assez intéressant. C'est un truc, si on n'a jamais vu comment raisonner sur la composante normale et tangentielle au miroir, c'est pas évident, ça, de comprendre pourquoi, après 3 réflexions, de bien l'expliquer, le rayon revient sur lui-même, dans la même direction. Voilà, on aura l'occasion de corriger plusieurs autres épreuves. Peut-être même que je reviendrai sur cette épreuve-là, sur les autres parties qui sont vraiment intéressantes. Je pense en particulier à la partie 5 qui utilisait les équations polaires de l'ellipse qui sont carrément hors programme. La partie 1 aussi est vraiment intéressante. Enfin, toutes les parties d'ailleurs. Bon, alors peut-être que j'aurai l'occasion, si j'ai le temps, de refaire une vidéo par partie. Si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Voilà, à très bientôt sur e-learning physique.